Salut à vous, chevaliers et moines errants. Vous entrez dans la 36e chambre du cinéphage. Un bazar étrange où on aime se perdre dans les méandres du cinéma asiatique. Et cette fois-ci, pour le premier épisode, nous allons plus précisément parler du cinéma de Hong Kong avec un film d'arts martiaux nommé Opération Scorpio. Mais avant de commencer à parler en détail de ce film, nous allons nous présenter. Donc, bonjour Johan. Bonjour Aurélien. Bonjour. Et bonjour à ceux qui nous écoutent. Nous pouvons commencer sur le film qui se nomme donc Opération Scorpio, sorti en 1992. C'est un film de David Lai, donc un film de kung-fu, connu sous le titre en France de Opération Scorpio, mais dans les pays anglo-saxons, connu aussi sous le titre de Scorpion King. Oui, comme le film avec The Rock, mais ça n'a absolument rien à voir. Le film est aussi connu sous d'autres titres à Hong Kong, des titres alternatifs, mais qui n'ont pas été retenus pour l'exploitation. Alors, parmi ces titres, il y a Manhwa Powerful Fist ou Manhwa Fist. Donc, Manhwa qui désigne le manga tel qu'il était, la forme de BD se rapprochant du manga tel qu'a été pratiqué en Chine et à Hong Kong. Et l'autre titre est Palette. Palette, donc en référence à la discipline pratiquée par le héros, qui est les arts plastiques et plus précisément le dessin façon BD. Ces titres n'ont pas été retenus car ils paraissaient, pour les exploitants et les producteurs, un titre comme Palette paraissait peut-être trop arty, alors que quelque chose comme Opération Scorpio, on comprend directement que c'est un film dans lequel ça va tataner. Donc nous allons commencer à parler du film via une petite contextualisation. Qui est le réalisateur, les personnalités importantes, etc. Je laisse la parole à Johan. Voilà, donc si tu veux nous parler donc de David Lai, de Corey Yuen, de Liu Sheliang ou d'autres personnes ayant Alors, participé je t'avoue que David Lai, je l'ai découvert grâce à toi. Tu m'avais d'ailleurs expliqué que c'était un artisan touche-à-tout du cinéma hongkongais comme des années 80, début 90. Qui était essentiellement connu pour ses longs métrages, on va dire, si je dis pas de bêtises, tu m'as dit soit qu'il avait fait du polar, qu'il avait fait, on va dire, du film d'arts martiaux comme c'est le cas ici. Et en fait, il s'était distingué, mais ça on l'expliquera plus en amont quand on abordera le film, par son soin, on va dire, de l'esthétique. Notamment dans ses choix photographiques à une époque où à Hong Kong, on va dire que le traitement de la photographie ou même de la direction artistique, c'était, on va dire, très particulier à ce niveau-là. On va dire beaucoup plus réaliste dans le meilleur des cas. Et lui, il jouait plutôt sur une certaine stylisation. Alors par contre, il y en a un dont je voudrais parler, puisque je me rends compte que dans plusieurs longs métrages hongkongais que j'ai vus, son nom revenait souvent, et souvent parmi les meilleurs, c'est le scénariste, et lui aussi touche à tout, Barry Wong, qui est donc le scénariste du film et qui en fait a une carrière très atypique, puisque au niveau du cinéma hongkongais, souvent quand tu travailles dans l'industrie du cinéma, bah, tu fais, on va dire, un peu touche à tout, c'est-à-dire qu'un acteur peut aussi être directeur de la photographie ou peut être monteur, etc. Enfin, c'est vraiment un cas très particulier. Et le cas de Barry Wong, il est d'autant plus intéressant, c'est que certes, il a été acteur dans plus de 24 films, euh,
de l'âge d'or du cinéma hongkongais, mais il reste avant tout connu pour son travail de scénariste. Ça a été un des scénaristes fétiches, on va dire, de l'âge d'or de Jackie Chan, mais notamment donc avec ses collaborations avec Sammo Hung, puisqu'il a écrit plusieurs films de Sammo Hung, dans lesquels joue Sammo Hung et des productions Sammo Hung. D'ailleurs, c'est Sammo Hung qui produit justement Opération Scorpion. Et notamment, c'est lui qui a écrit le script de L'Exorciste chinois 2, de La Fureur du Revenant. Il a même écrit justement les flics de Hong Kong, ou même le Gagnant. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça compte parmi les films de l'âge d'or de Jackie Chan. Donc, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Et donc, mais son apport, on va dire, le plus connu à Barry Wong en termes de scénario, c'est bien évidemment la coécriture de À toute épreuve de John Woo, qu'il a coécrit. Et c'est lui qui a également joué un petit rôle, donc celui du chef de police dans The Killer. Donc c'est pour vous dire l'importance de ce dernier. Après, au niveau des interprètes, je vais surtout m'attarder sur l'un des Attends, seconds. désolé de te couper, juste pour rebondir un peu sur Barry Wong. Vas-y. Oui, alors c'est vrai que oui, Barry Wong généralement est réputé comme étant le plus gros scénariste du cinéma hongkongais, celui peut-être qui a écrit le plus de films qui ont marqué, de classiques du cinéma populaire HK. Et c'est un scénariste, quand on voit son œuvre, alors je dis pas ça sur tous les films, mais quand on voit des films comme À toute épreuve, par exemple, ou certaines comédies avec Sammo Hung, Jackie Chan, genre les Lucky Stars et tout ça, on voit que c'est un scénariste dont un des points forts était clairement, entre guillemets, l'improvisation. Une Mm. capacité de pouvoir inventer des séquences au jour le jour et finalement de développer rapidement et efficacement les concepts qui sont proposés par ces séquences qui, des fois, ne figuraient pas dans un synopsis détaillé ou une première version du script. Voilà, c'est quelqu'un qui avait une très grande capacité d'adaptation et, et une imagination, une inventivité très élevée qui faisait que, au dernier moment, il pouvait vraiment enrichir un film, développer des concepts, alors que ces derniers étaient absents de la première version, de la version du script. Voilà, quelqu'un qui avait vraiment une capacité à pouvoir rebondir. Et voilà, et ça se sent principalement, comme je disais, dans les comédies de Sammo Hung, qui sont en fait des films qui sont plus basés sur une écriture séquentielle, c'est-à-dire une suite de séquences qui peuvent presque fonctionner indépendamment du récit que comme un film avec une narration linéaire de A à Z. Enfin, comment dire, c'est plus une succession de scénettes que vraiment une histoire qui va tenir la route du début à la fin, avec des setups, des setups, des payoffs, tout ça qui vont se construire sur tout le récit en fait. Je pense que ça va être difficile de rebondir après ça parce que bon, je pense que t'es déjà, on va dire, rentré dans le vif du sujet vis-à-vis du film que nous allons aborder aujourd'hui. Donc je dirais juste que parmi les interprètes, il y en a un alors qui se distingue des autres par son importance, c'est Lucia Liang, qui est donc le célèbre acteur, réalisateur, chorégraphe, qui est surtout connu pour, on va dire, ses films d'arts martiaux de la Shaw Brothers, et le plus connu étant bien évidemment La 36e chambre de Shaolin, on peut le dire, je pense que c'est le film qui est le film le plus célèbre de sa filmographie à l'international et qui incarne ici le maître Lo. Donc c'est, on va dire, on va dire un peu en quelque sorte le mentor, même si c'est pas vraiment un mentor, mais de Yushu, donc qui est joué par Chin Carlo, qui était donc qui est le héros du film. Et parmi notamment les dernières choses sur lesquelles je voulais justement rebondir parmi l'équipe technique, et ben c'est justement, mais ça je pense qu'on va rentrer plus, on abordera plus en détail au moment justement d'aborder la production, parce que c'est vrai que c'est quand même un film assez particulier en fait, qui arrive à un moment
un peu charnière dans l'industrie du cinéma de Hong Kong du début des années 90. Mais je voulais terminer dessus, c'était que le film est coproduit par Leonard Ho, qui lui était le producteur, on va dire, bah, encore une fois, on revient toujours au même nom, qui était, on va dire, le producteur de Jackie Chan et de Sammo Hung. C'est lui qui a notamment produit bah, tous les grands films de l'âge d'or de ces deux génies du cinéma. C'est à lui qu'on doit notamment Police Story, Drunken Master 2, tout ce qui est justement, même Opération Condor, etc. Donc on peut dire que parce que si on pouvait résumer Opération Scorpion, c'est vraiment la réunion des meilleurs artisans de l'époque qu'on pouvait trouver sur le cinéma hongkongais à cette époque. Oui, et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est peut-être la seule coproduction entre Leonard Ho, donc la Golden Harvest, et la Beaujaune. Alors c'est la Beaujaune ou la Beau-Ho, je ne sais plus. Il me semble que c'est la Beaujaune. Je pense qu'on peut C'est s'excuser au niveau des enfin, en fait, ce prononciations. sont le nom des deux boîtes de production de Sammo Hung. Alors je vais, Il y avait Beaujaune et c'est Beau-Ho. c'est Je crois ça. que c'est Alors c'est Beaujaune Bo, en fait. pour être plus précis, c'est Bo-Ho. C'est Bo-Ho Film d'accord, c'est Company. Boho, c'est pas Beaujaune celui-ci. Et après, par contre, apparemment, selon les dires de Bay Logan dans les commentaires audio qui accompagnent le film sur l'édition HK Legend, Sammo Hung voilà, a filé de l'argent à ce film via sa boîte de prod, mais il n'est pas intervenu dessus. Apparemment, je crois que Bay Logan dit ça pour rire. Sammo Hung n'aurait même pas vu le film en fait. Voilà, donc c'est vraiment pas un projet voilà, sur lequel il a un suivi et qui lui tenait à cœur, comme pouvaient être d'autres de ses productions, comme des films de Ricky Lo, façon L'Exorciste chinois 2 ou Les Mystères Vampires, tout ça. Ensuite, donc parmi les personnalités importantes derrière Opération Scorpio, il y a aussi Corey Yuen, qui est un chorégraphe, réalisateur très important de l'histoire du cinéma hongkongais, qui a beaucoup collaboré avec Sammo Hung, lui aussi. Et, Corey Yuen aussi, c'est intéressant parce que ça a vraiment été le compagnon d'armes de David Leigh sur la plupart de ses films. Disons que David Leigh, c'est un réalisateur qui a commencé au début des années 80 dans le sillage de la nouvelle vague hongkongaise, donc de ces films qui étaient tournés en dehors des studios. Son premier film, c'est un drame sur des adolescentes qui sont entraînées dans une spirale de violence, de drogue, de prostitution, tout ça, qui se nomme Lonely 15. Et après ce film, David Leigh, en fait, a continué à traiter de sujets un peu glauques, avec cette espèce d'ambiance urbaine poisseuse via des films d'horreur qui sont les deux Possessed pour prononcer à la française. Et ensuite, il est vraiment devenu un artisan de studio qui faisait des films selon la mode de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque d'Heroic Bloodshed, il a fait du Heroic Bloodshed avec Brotherhood ou Tragic Hero, il me semble, et aussi du polar glauque, comme Runaway Blues. Mais David Leigh, principalement connu finalement pour ce qu'il a fait après sa période de polar, de films urbains, tout ça, c'est vraiment à partir de sa collaboration avec Corey Yuen sur Savior of the Soul, qu'ils ont quasiment co-réalisé. Et c'est important en fait de revenir sur Savior of the Soul parce que c'est un film qui, d'une certaine façon, peut un peu annoncer Opération Scorpio. Savior of the Soul, c'est un film comic book qui a été fait en 1991, donc un an avant Savior of the Soul, et qui propose, on dira, un scénario et des combats de films de sabre, donc de Wu Xiapian, mais dans un contexte un peu fantasy SF. C'est-à-dire dans un univers un peu futuriste, stylisé, mais avec beaucoup d'éléments qui rappellent justement le cinéma de chevalerie. À ce titre, il y a une esthétique qui pourrait un peu faire penser de loin à du Final Fantasy, ce genre d'univers
et avec un ton très particulier, puisque c'est autant le cinéma hongkongais est connu pour ses ruptures de ton radicales, mais celui-ci pousse le bouchon très très loin. C'est appréciable, mais je pense qu'il faut avoir vu quand même pas mal de films HK pour l'apprécier à sa juste valeur, on dira. Et Opération Scorpio, qui vient un an après, finalement, s'inscrit aussi dans cette volonté de faire un film très marqué par la mode et l'esthétique manga ou animation japonaise. Comme tu le disais, oui, David Lai, il est connu aussi pour son approche esthétique. C'est-à-dire, c'est un réalisateur qui a un style très connoté années 80, début des années 90, avec beaucoup de jeux de fumigène, de lumière, en fait, qui passe à travers des ventilateurs, des choses comme ça. Enfin, une esthétique qui peut un peu faire penser à ce que certains cinéastes vidéoclips des années 80 faisaient, genre les Russell Mulcahy, tout ça. Et David Lai, ensuite, donc il a continué à faire d'autres films. Et il est devenu producteur. Et oui, et donc d'autres films sur lesquels il travaillait donc avec Corey Yuen, et il a fini sa carrière sur un poste de producteur des films réalisés ou co-réalisés par Corey Yuen. Bon, c'est beaucoup moins glorieux qu'Opération Scorpio ou Savior of the Soul, mais des films comme Les Deux Premiers Transporteurs ou l'adaptation du jeu vidéo Dead or Alive. Et la fin de la carrière de David Lai, c'est ce genre de production. Enfin, c'est un peu dommage de le voir terminer sur ça, alors qu'il avait quand même démontré un talent d'artisan à de maintes reprises. Mais ensuite, je pense que sur les personnalités importantes, il y en a quelques-unes sur lesquelles on reviendra quand on discutera du film, hein, genre Shin Soo-ho, tout ça, parce qu'il y a des choses à dire, bien sûr, sur cet acteur. Mais là, nous allons plutôt partir sur un résumé ou pitch du film. Alors, est-ce que ça te dit de t'en occuper ou Oui, alors pitcher, le c'est peut-être un pitch, peu alors, compliqué. quelle que soit l'émission où j'interviens, c'est une horreur parce que je sais jamais faire les pitchs. Et Moi non plus. C'est pour j'ai ça que je te honte. refile la patate chaude comme ça, mais désolé. Voilà. Et donc à chaque fois je dis bon, je prends Wikipédia ou Allociné parce que franchement là, j'avoue les pitchs j'ai horreur de les faire. Je suis très 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 mauvais pour ça. Mais bon, alors je vais vous le faire. On vous le dit très franchement. Pour les pitchs, je pense on se contentera de ce qu'on peut trouver parce on est vraiment, enfin, je suis vraiment pas très bon pour ça. Alors je vous passe le synopsis le plus rapide. Donc c'est tout simplement l'histoire de Fai Yuk-Cho, donc qui est un étudiant un peu rêveur et qui passe son temps à griffonner des bandes dessinées et qui rêve d'être un héros on va dire un héros de la Chine du Moyen Âge, on va dire ça comme ça. Et alors que son père souhaiterait qu'il soit un médecin, et en fait, donc arrive un jour où il apprend qu'il y a un inspecteur véreux et un riche homme d'affaires qui mènent des activités illégales en oppressant donc certains citoyens. Et donc Yukshu, il tente dans un premier temps de tirer tant bien que mal, il tente, pardon, de tirer tant bien que mal une jeune servante, donc des griffes du businessman. Et donc le problème qu'il y a, c'est que ça va créer toute une cacophonie. Et en gros, ben, pour essayer de la sauver on va dire, de ce problème, et donc pour info, la fille Xiuling, pardon, c'est la fille d'un restaurateur, donc d'un responsable de petit restaurant. Et ben justement, donc pour l'aider, donc il va faire une espèce d'entraînement un peu on va dire au premier abord, ça peut faire penser à une parodie de film d'action des années 80, puisqu'il va auprès de culturistes. Et après, donc, il va plutôt retourner du côté du kung-fu, donc qui va lui être enseigné par Mr. He, qui est donc joué par Yu Liang, justement. Donc, qui s'appelle Maître Lo, justement, dans la version internationale, on va dire. Et donc là, à partir de là, ben, on n'en dit pas plus puisque c'est littéralement le sujet du film. Voilà. Oui. On ajoutera seulement qu'en fait que le méchant est accompagné Vas-y. par son fils. Et le fiston, il aime beaucoup son papa dans le film et il supporte pas qu'on vienne chercher des noises à son père. Et le truc, c'est que le fiston, il est très très fort et pratique une fameuse technique qui est la technique du scorpion qui donne son titre au film. Voilà.
Et bon, enfin, c'est un méchant d'anthologie, hein, le Scorpion, hein. On On peut en le dire. parlera, mais voilà. Et bah, maintenant, bah, on va discuter, hein, bah, en gros, bah, pourquoi on a aimé, hein, en quoi ce film est intéressant à nos yeux. Ouais, je vais te dire très simplement, je l'ai découvert récemment. Toi, tu as une histoire un peu plus personnelle avec ce film-là. J'ai découvert, donc moi perso, donc, il y a quelques mois, durant le confinement, parce que je cherchais justement des films à voir. Et donc je suis tombé dessus, j'avais vu qu'il avait une bonne réputation. Pour être tout à fait honnête, la première fois que j'en avais entendu parler, c'était dans l'émission Opération Frisson, la défunte émission Opération Frisson animée par Yannick Dahan. Donc c'est comme ça que j'avais entendu parler du film. Et donc je voulais le voir. Donc c'était le bon moment, on va dire. Et alors j'avais déjà vu pas mal de comédies kung-fu, mais on va dire parce que c'est un film, il faut le dire, qui s'inscrit dans le genre de la kung-fu comédie, qui était un genre très très populaire, on va dire, de la fin des années 70 jusqu'au début des années 90. Et quand on disait en début d'intro que c'était un peu un film qui arrivait à une période charnière du cinéma hongkongais, parce que le film date du début des années 90, quand on dit il arrive à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est au moment où ce genre de comédie commence un peu à disparaître, parce qu'on va plutôt arriver par la suite sur suite au succès de Il était une fois en Chine, sur on va dire sur plus des représentations des films d'arts martiaux beaucoup plus épiques, qui prennent souvent pour cadre justement la légende de Wong Fei-Hong, y compris quand il s'agit de comédie ou de parodie, comme c'est le cas notamment avec Wong Jin, qui en avait fait justement quelques-unes, justement des parodies prenant pour appui la légende de Wong Et Fei-Hong. oui, comme Clove of Steel avec un combat final où Jet Li est déguisé en poulet. Oui, oui. Voilà. Donc en fait, si tu veux, Opération Scorpion, on va dire que ça, c'est un petit classique qui justement arrive à ce moment-là. Alors moi, j'avoue que j'avais vu des comédies kung-fu, j'ai vu que les plus gros connus, si tu veux. Moi, je découvre au fur et à mesure. Et moi, j'avais vu donc les gros classiques, enfin les plus connus, on va dire, de Jackie Chan et de Sammo Hung. Et donc celui-là, en fait, moi, ce qui m'avait intéressé, bah, c'est déjà la manière, en fait, toute simple, c'est-à-dire qu'il joue avec, alors aujourd'hui, quelque chose qui peut paraître, on va dire, commun quand on voit des films comme Kick-Ass ou Scott Pilgrim, notamment dans le cinéma occidental, notamment nord-américain et britannique, ou même dans des séries que je pense comme Space, toujours d'Edgar Wright, mais qui à l'époque n'était pas si courant que ça. C'était de jouer avec l'idée d'un héros qui s'imagine, comment dire, comme ces personnages de fiction, en fait, ces héros de fiction, au point que ça va jouer sur un double jeu dans la narration, qui est à la fois, donc, c'est-à-dire que tu prends la trame du récit, elle est très classique, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vraiment le récit d'apprentissage du héros et de la remise en question qui va en découler pour essayer de vaincre le bad guy, pour faire très simple, mais mise en perspective à travers justement toute cette imagerie-là. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a le héros qui va, donc Yusu, qui va se servir, qui est un dessinateur, et donc qui va apprendre dans un premier temps à reproduire justement les attaques qu'il a observées pour justement apprendre à les maîtriser. Et comme on disait tout à l'heure, c'est un film qui joue en fait sur une imagerie très BD, puisque comme on disait, donc il y a le combat avec le culturiste, puis après tu as ce qui avait déjà pas mal, donc qui connote un peu plus le film dans l'idée des Hercules, enfin voilà, de ce genre de héros un peu à l'ancienne et tout. Et après, donc on revient sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, traditionnel, avec justement l'aspect qui va apprendre justement avec les mouvements qu'il fait en cuisine, ce genre de choses. Et ça donne lieu à des passages très attachants parce qu'en plus, ce qui est plutôt bien foutu, c'est justement qu'en fait, du fait qu'on parlait justement de l'aspect de la mise en scène, qui était quand même très esthétisante de David Lai, donc certes très influencé par comme tu disais, la vague des cinéastes clippers des années 80-90, donc tout ce qui est Ridley Scott, Steve Barron, Russell Mulcahy, etc. Mais résultat, c'est beaucoup, comment dire, c'est très maniériste, mais en même temps, ça passe plutôt bien l'épreuve du temps parce qu'en fait, ça va de pair avec le propos même du film qui est lié
on va dire, la manière dont le héros se représente en tant que potentiel héros qui serait en héros de fiction et la réalité. Ce qui fait que vous avez souvent en fait des poses, ce qu'on ne sait plus vraiment faire aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient très maîtrisées chez même, on va dire, le simple artisan de cinéma d'action dans le meilleur des cas. C'était que justement, tout le découpage des scènes d'action, ou même des fois quand dans des instants, on va dire, ordinaires, donne l'impression en fait de voir un espèce de, je sais pas comment on pourrait dire, des splat page, je sais pas si le terme est un peu barbare, mais c'est pas d'autre terme, c'est-à-dire on a vraiment l'impression de voir des planches de BD en mouvement. Parce qu'en plus, il y a tout un travail qui est fait, notamment au niveau de la lumière et du clair-obscur et du choix des cadres, qui appuie en fait cette sensation de voir une bande dessinée au mouvement. Ce Oui, qui fait que le film, enfin le propos du film, la manière dont il est filmé est raccord avec la mise en perspective du récit classique qu'il est censé filmer en fait, que David Lai est censé filmer. Et par ailleurs à ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as tout ce travail sur la mise en scène qui permet de dynamiter une narration entre guillemets a priori éculée, mais très bien construite. Et deuxièmement, c'est que vu qu'on est dans une production Sammo Hung, tu as quand même ce côté très humour, on va dire humour cradingue, mais en même temps très noir en fait, très sadique, qui vient perturber une narration, vient justement à son tour perturber la narration. C'est-à-dire que moi, il y avait une scène qui m'avait marqué, c'est la scène d'humiliation justement de Lucha Liang, c'est-à-dire quand il se fait humilier dans son propre restaurant par les méchants, où là, en fait, comment dire, tu rigoles plus et où t'as vraiment de la peine pour lui, quoi. T'es vraiment mal à l'aise. Et en fait, ce qui fait que tous ces petites touches qui viennent justement à la fois du comics, de l'approche esthétique, esthétisante de David Lai et de l'humour typique de Sammo Hung, ça donne, on va dire, au film, je pense, sa singularité par rapport au tout venant de l'époque, encore aujourd'hui. je suis assez d'accord. Bah, d'ailleurs, je vais rebondir sur certaines choses que tu as dites. Alors, c'est vrai que concernant le ton du film, je trouve que c'est quelque chose qui est assez symptomatique du cinéma hongkongais, en fait, de ce que j'aime appeler le cinéma hongkongais de l'âge d'or, c'est-à-dire des années fin 70 jusqu'à la rétrocession, on dira. Et c'est vrai que j'en parlais pour Savior of the Soul tout à l'heure, mais souvent on avait des films qui pouvaient être des comédies, mais qui ne s'empêchaient pas, à côté d'une séquence comique un peu troupière, de proposer des choses violentes, avec une violence assez intense, du mélodrame aussi, et des fois de passer de l'un à l'autre de façon très rapide et déstabilisante. Et ça, dans Opération Scorpio, il y a des scènes où on rigole de bon cœur. Je pense par exemple à la scène où tu as le héros, donc joué par Shin Carlo, qui assiste à l'entraînement des culturistes. Euh, qui est vraiment une séquence très drôle où t'as les culturistes donc, qui font leur démonstration, qui montrent leurs gros muscles, et puis ça se termine en barbecue avec des culturistes qui ramènent voilà, des barbecues avec de la viande. Et là, le chef des culturistes qui est là, qui fait ouais, parce que pour être fort, faut manger de la viande, et puis t'as une petite musique qui accompagne et tout. Enfin, la façon dont c'est fait, c'est drôle. La façon dont je le raconte, ça l'est moins. Mais voyez le film, vous verrez, c'est rigolo. Et à côté de ça, t'as d'autres séquences, comme une scène que je trouve assez magnifique, qui est le passage où on découvre le passé du cuistot, du maître d'arts martiaux, qui est joué par Liu Xiaoliang. Tu as son restaurant qui est en feu, et lui, il est posé devant le restaurant, et là, tu le vois torse nu. Et comme il est torse nu, bah, en fait, tu vois qu'il a des tatouages de mecs des triades. Et tu comprends que c'est quelqu'un qui, avant de trouver la paix, a été un tueur et finalement a été, on pourrait dire, assez comparable ben, justement à Scorpion dans le film. Et cette séquence où il y a une certaine intensité qui est surprenante, étant donné que le film, ben, à aucun autre moment, en fait, il joue sur ce ton. Et ça fonctionne, je trouve que ça fonctionne très bien à ce moment-là du film. Parce qu'en plus, je pense que c'est aussi parce que chaque moment dont on vient de parler est placé au bon moment. Oui, Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est placé pile poil au bon endroit, au bon moment, justement, pour appuyer cette dimension, enfin, faire ressortir l'aspect, on va dire, un peu, comment dire, un peu à contre-courant de ce qu'on pourrait attendre du récit.
Et c'est ce qui fait que ça marche en fait. C'est que c'est pas forcément la direction dans laquelle tu t'attendais justement. Pareil pour quand je parlais tout à l'heure de la séquence d'humiliation, tu t'y attends pas forcément en fait, déjà qu'elle apparaisse et qu'elle soit filmée de cette manière-là en fait. Et je pense que c'est tout ça qui en fait donne sa singularité au film, et notamment en fait le héros, donc Yushu, qui est joué donc par, comme on disait, Shin Carlock, qui en fait effectivement peut faire penser à ce que va faire Stephen Chow dans les années à venir, dans les années qui vont suivre, que ce soit dans Bon baiser de Pékin, enfin dans toute sa filmographie, hein, même dans Crazy Kung Fu. C'est-à-dire, c'est un mec un peu lâche, un peu timide, mais en même temps un peu rêveur et qui veut bien faire en fait. Et de ce point de vue-là, on parlait tout à l'heure de l'aspect un peu comic book, enfin avant l'heure. Mais je pense que ce qui appuie aussi cette dimension-là, c'est toute la partie finale, qui est juste hallucinante encore aujourd'hui. Donc les combats assurés par Corey Yen, et où justement tu as D'ailleurs, justement... je rebondirais sur les Vas-y. combats. Non, mais vas-y, continue, puis, parce qu'après j'aurais pas mal de choses à dire. Donc, D'accord. vas-y, continue. Que, en fait, si tu veux, bah, du fait que tu as ce qu'on appelle la technique du scorpion, alors c'est vrai que dit comme ça, tu peux te dire, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais dans le film, ça fonctionne. Et en fait, ça appuie justement ce côté un peu autre, mais qui fonctionne à merveille. C'est-à-dire que, pour vous dire, le héros, lui, va devoir développer sa propre technique animale, et ça rentre en lien justement avec toute une tradition justement de techniques martiales qui sont pour beaucoup héritées des représentations animales, etc. Et pour vous dire, bah, la technique que va apprendre Luchou, c'est celle de l'anguille, en fait. Et Oui, qui est très drôle d'ailleurs qui est très à drôle, l'écran, oui. et en même temps qui est quand même très spectaculaire. C'est-à-dire que le film, il joue là-dessus, en fait, à la fois sur un côté humoristique qui est très prononcé, mais du fait que ben, les scènes d'arts martiaux sont en lien avec la représentation animale, enfin les techniques animales qu'incarnent nos deux protagonistes principaux, et ben ça détonne en fait. C'est-à-dire que ça crée un résultat qui est très détonnant, mais dans lequel tu rigoles, et en même temps, tu as la bouche grande ouverte parce que justement, tu hallucines devant les performances des mecs. D'autant qu'en plus, le film est très bien découpé par rapport à ce qu'il veut véhiculer comme scène d'action. Ce qui fait que, bon, bah, comme c'est le cas souvent dans ce genre de film, à la fin, tu finis sur les rotules, si je peux me permettre. Oui, oui, non, c'est vrai qu'en termes d'action, c'est un film qui est vraiment très spectaculaire, hein. D'ailleurs, c'est vrai que le casting martial, on dira qu'il y a vraiment, il y a 3 artistes martiaux qui sont au top de leur forme dans ce film. On a bien sûr Liu Xiaoliang. Alors en plus, Liu Xiaoliang, si je me trompe pas, il se faisait quand même plutôt rare à l'époque, puisque au début des années 90, c'était vraiment plus à son âge d'or à lui. C'était une époque où en tant que réalisateur, il travaillait sur des films de studio comme Tiger on the Beat ou Mad Mission 5, et qui étaient absolument pas des films personnels. Et c'est d'ailleurs des films qu'il estimait pas plus que ça, hein. Pour lui, c'était des commandes. Et un film comme Opération Scorpio, même s'il est seulement acteur principal, c'est le film qui lui ressemblait le plus depuis longtemps. Parce que, revenons un peu en arrière, Liu Xiaoliang, on peut le considérer comme le père de la Kung Fu comédie. Voilà, avec des films de la Shaw Brothers, comme les voilà, Dirty O, les Di Kung Fu, Mad Monkey Kung Fu, ça, qui appartiennent donc à la même époque que des films de Jackie Chan, comme les Drunken Master, Yen Intrépide, ou des Sammo Hung, genre Warrior Soup ou de Rigalson. Mais les films de Liu Xiaoliang, les premières comédies kung-fu de Liu Xiaoliang sont très légèrement antérieures à ces films-là, ce qui fait qu'on peut le considérer comme le père du genre. Et ce genre de la kung-fu comédie, il a disparu au début des années 80, après avoir remporté un gros succès donc, durant toute la deuxième moitié des années 70 et le début des années 80. Et puis la mode ensuite à Hong Kong est plutôt devenue, la mode s'est plutôt portée sur le film d'action urbain. Donc, tout ce qui est Donc les Heroic Bloodshed, etc., ou quoi. alors ou alors pour rester dans les films d'arts martiaux, on dira les films de Girl with Guns, façon les Sens du Devoir, donc la série de In the Line of Duty, ou des trucs comme Tiger Cage ou les Police Story, tout ça. Et le film de Kung Fu en costume, il avait disparu à cette époque. Et comme tu le disais tout à l'heure, il était une fois en Chine.
Donc c'est Sawyer qui avait été une fois en Chine qui a réactivé le genre du kung-fu en costume, mais sous une forme différente de la kung-fu comédie. C'est-à-dire que là, oui, on était plus sur de la fresque épique que sur le petit récit en fait de kung-fu comédie qui généralement se concentre sur assez peu de personnages, se passe par exemple dans une petite ville ou un petit village, mais dans assez peu de décors. Finalement, c'est un genre plus restreint en fait que ce que Iten Chine proposait. Mais ce que je trouve très intéressant, bah, justement avec Opération Scorpio, c'est que c'est une kung-fu comédie. Mais au lieu de faire de la kung-fu comédie comme dans les années 60, comme dans les années 70, c'est un film qui est au fait de ce qui s'est passé dans le cinéma, et donc dans le cinéma hongkongais, entre la fin de la kung-fu comédie et le début des années 90. C'est-à-dire, comme on le disait, c'est un film qui, dans son esthétique, s'approche dans son esthétique, lorgne beaucoup du côté donc de l'animation japonaise, du manga et du cinéma entre guillemets vidéoclip occidental. D'ailleurs, je trouve que la scène d'introduction fonctionne bien à ce titre, étant donné que le film commence par une scène où le héros, c'est Shin Carlock. Il me semble que tout à l'heure j'ai dit Shin Suo, mais en fait Shin Suo c'est son frère. Oui. Donc le héros Shin Carlock en fait est en train de rêver et s'imagine dans une des bandes dessinées qu'il dessine en cours. Et là, donc, le film commence vraiment avec un visuel très, très stylisé, avec des éclairages rouges très agressifs, des Beaucoup plans où, d'effets par physiques exemple, un les peu. personnages vont foncer l'un vers l'autre avec des lignes de force qui vont défiler derrière eux, comme dans un animé. Enfin, il y a vraiment des choses comme ça. Et donc, le film s'inspire de cette esthétique, mais aussi c'est aussi un film qui s'inscrit d'une certaine façon dans le cinéma de Kung Fu post Il était une fois en Chine. L'influence ne saute pas aux yeux, hein. On n'est pas du tout dans un film comme les Fong Sayuk ou Clove of Steel qui sont vraiment des avatars de Il était une fois en Chine. Mais il y a des choses comme par exemple le fameux coup de pied que Lu Oui, Xiaoliang c'est à ça que je pensais. enseigne Ouais. que le coup de pied que Lu Xiaoliang enseigne donc à son disciple, à Shin, enfin c'est Shin Carlock, oui c'est ça, je le confonds toujours avec son frère comme je disais. C'est le Shadowless Kick, le coup de pied sans ombre, qui est bien sûr le coup de pied signature, on va dire, la technique secrète de Wong Fei-Hong. Et après, je trouve qu'il y a aussi d'autres éléments finalement qui renvoient à Il était une fois en Chine. C'est, je trouve par exemple que le film joue beaucoup sur une opposition et une complémentarité, on pourra dire, entre une culture chinoise classique, donc les arts martiaux, donc vraiment en plus voilà le kung-fu de Shaolin, basé sur les techniques animales, tout ça. On y trouve aussi une grande importance de la cuisine chinoise, mais aussi des choses occidentales telles que le culturisme. D'ailleurs, dans le film, ils disent que ça vient de France. Même, je crois que le chef des culturistes est surnommé The French Guy. Enfin, bon, ça m'a fait sourire. Le culturisme ou même la bande dessinée. Enfin, même si c'est du manhwa, de la BD chinoise, le film se déroulant, je sais plus, dans les années 20, 30, 40. Les années Enfin, c'est 20, dans les c'est un, années c'est 20, un- si je dis pas de ouais, c'est un, bêtises. c'est un film d'époque. Je pense que la bande dessinée telle qu'on la voit dans le film était quand même quelque chose d'assez occidental dans les esprits. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on voit clairement une complémentarité entre toutes ces formes, un peu comme dans Little Info en Chine, où finalement les apports occidentaux de la tante Yi de Wong Fei-Hung finalement complètent Wong Fei-Hung, qui est un Chinois traditionnaliste et là, il y a un peu de ça, puisque dans Opération Scorpio, le héros, il arrive clairement à vaincre Scorpion et à devenir un vrai maître de kung-fu en mélangeant, donc, comme je disais, le kung-fu traditionnel, la cuisine chinoise, car finalement, il y a des techniques de cuisine qui cachent des mouvements de kung-fu dans le film et qui lui seront utiles lors du combat final, mais aussi le culturisme et la touche finale du film qui est la bande dessinée. D'ailleurs, je trouve que c'est une très belle idée, ce moment où le héros, qui quelques minutes plus tôt, on le voyait vouloir abandonner la BD, il commençait à brûler ses planches,
Et puis il y a son maître, Liu Xiaoliang, qui lui dit mais que fais-tu, ne fais pas ça. Et à la fin, le maître prend une poignée de dessins, les jette durant le combat, et là le héros voit les dessins en fait dans les airs tomber les uns après les autres, et les dessins ils tombent dans l'ordre, et ça crée une courte animation, les dessins les uns après les autres, et cette animation en fait dévoile le mouvement du scorpion. C'est-à-dire que la technique secrète du scorpion avait été dessinée précédemment par le héros lorsqu'il observait de loin. Et là, durant le combat, le héros voit la technique feuille après feuille se créer devant ses yeux. Et donc, ça lui permet d'anticiper ce que le scorpion est en train de faire et de le vaincre. C'est vraiment une idée assez formidable. C'est vraiment formidable. Oui, d'ailleurs, par rapport à ce que je disais sur la façon dont le héros finalement se construit martialement dans le film, je vais mentionner donc la revue HK. Donc dans le numéro 10 de mars 1999, donc il y a un numéro sur la Kung Fu comédie et qui était livré avec la VHS de Opération Scorpio. C'est comme ça que j'ai découvert le film, donc adolescent. Film qui m'avait beaucoup plu à l'époque. D'ailleurs, je me souviens qu'avec des copains, des fois, on s'amusait à essayer de faire la technique du scorpion. On était parfaitement ridicule, mais voilà. Et donc, à la fin de son papier sur Opération Scorpio, le critique Léonard Haddad dit la chose suivante. Plus que tout autre film, Opération Scorpio repose donc la question traditionnelle du cinéma de Hong Kong et plus généralement du cinéma chorégraphié. Qui est le véritable auteur du film? Encore une fois, si son style visuel porte indiscutablement la griffe de David Lai, son âme, sa raison d'être, sa signification appartiennent en propre à Liu Xiaoliang, l'homme qui a fait du kung-fu une extension du cinéma, de la vie, et réciproquement. Avec sa présence, sa prestance au hiératisme moins artistique que martial, il incarne et impose le tout kung-fu. Lors d'un combat final titanesque ou blessé, il inspire son élève pour qu'il puise dans toute la palette de son expérience afin de terrasser son ennemi. C'est en combinant le muscle, l'art culinaire, la haine de l'oppression, l'amour filial, le respect du maître, l'observation des animaux et même les comics. Idée merveilleuse que ces dessins qu'il lançait en l'air reconstituent par avance les mouvements de son adversaire, lui donnant ainsi la possibilité de les parer, donc ce dont je parlais tout à l'heure. C'est ainsi qu'il parvient à triompher. Le kung-fu, selon Liu Xiaoliang, c'est cela. Une technique permettant l'unification des éléments apparemment contradictoires qui constituent un être humain, la somme d'une expérience enfin maîtrisée et ordonnée, mise en forme, mise en pratique et pour finir, mise en scène. Je trouve ça très juste parce que c'est vrai que c'est une des constantes du cinéma de Liu Xiaoliang que de faire du kung-fu une extension en fait de tout ce qui constitue en fait ton quotidien, ta vie. Je pense par exemple à un film qui est Shaolin contre Ninja qui narre une romance entre un Chinois adepte d'arts martiaux de Shaolin et une Japonaise adepte de karaté, il me semble. Et dans ce film, on voit que absolument tout leur quotidien est régi par le kung-fu, jusqu'aux scènes de ménage en fait, ce qui rend le film assez drôle. Et pour revenir sur Liu Xiaoliang, c'est vrai qu'il n'est pas crédité comme chorégraphe sur Opération Scorpio, mais si on se fie aux interviews de Shin Carlock, qui parle du film donc dans les bonus du DVD, Shin Carlock dit la chose suivante. Il dit que une des grandes qualités du cinéma hongkongais était que les idées de nombreuses personnes pouvaient être mises ensemble. Et à ce titre, il dit avoir lui-même suggéré des idées pour les séquences d'action et que Liu Xiaoliang en a fait de même. C'est-à-dire que Liu Xiaoliang n'était pas chorégraphe, mais en fait la chorégraphie du film, elle a été gérée donc par Corey Yuen, par Yuen Tak aussi, qui est crédité comme chorégraphe du film, mais avec des idées en fait qui ont été rajoutées par Shin Carlock et par Liu Xiaoliang, parce que par exemple l'élaboration du style Scorpion, apparemment à la base c'est Yuen Tak et Corey Yuen qui ont inventé ce style pour le film, mais afin de le perfectionner, ils ont avant les prises et tout ça, ils ont soumis le style Scorpion à Liu Xiaoliang. Et Liu Xiaoliang en fait leur a un peu dit ce qu'il fallait retenir, laisser de côté, comment optimiser en fait ce style Scorpion
pour qu'il rentre bien à l'écran. Donc, il était quand même consultant chorégraphe sur le film. Et c'est vrai que, comme on disait précédemment, c'est un film qui porte quand même beaucoup la personnalité de Lucia Liang. Et pour rester sur les artistes martiaux donc, qui ont participé à ce film, donc on a précisé plusieurs fois que le héros était joué par Shin Carlock. Alors Shin Carlock, c'est un excellent artiste martial qui n'a malheureusement pas eu la carrière qu'il méritait. Il a eu assez peu de premiers rôles. On le connaît surtout comme second rôle. Mais en fait, la réputation de Shin Carlock vient surtout du fait que c'était, on dira, la Rolls-Royce de la doublure cascadeur principalement dans l'équipe de Sammo Hung. Shin Carlock, par exemple, c'est le type qui a doublé de nombreux acteurs, dont Andy Lau, par exemple, dans des films comme Le Flic de Hong Kong 2, où des fois Andy Lau fait des mouvements très spectaculaires. En fait, ces mouvements très spectaculaires, c'est pas Andy Lau qui les effectue, mais c'est Shin Carlock. Et Shin Carlock est aussi connu pour avoir, sur certains films, doublé Jackie Chan lorsque ce dernier était blessé. D'accord. Des fois, il y a vraiment des mouvements très spectaculaires de Jackie Chan qu'on peut voir dans certains films. Qui ne sont pas de lui, mais Qui de ne sont Shin pas de Carlock. lui, mais de Shin Carlock. C'est pour ça que c'est vraiment un artiste martial d'exception. Et dans ce film, il nous fait une démonstration bluffante. Je pense par exemple à cette séquence dans le repère des méchants où en quelques secondes, en fait, il monte plusieurs étages en s'accrochant au balcon, comme ça, dans une espèce de mouvement super rapide, continu. Enfin, Oui. c'est très impressionnant. Et ce qui est formidable, c'est que dans le film, Shin Carlock est confronté à un artiste martial qui est tout aussi impressionnant que lui, qui est donc l'acteur qui joue Scorpio, qui s'appelle Won Jin, à ne pas confondre avec Wong Jing, le fameux réalisateur. qui est un peu le Luc Besson chinois, mais ça, passons. Et Won Jin, donc, qui est un artiste martial coréen, qui pareil aussi n'a pas eu une carrière énorme au cinéma. On l'a vu finalement dans assez peu de films, dont d'ailleurs je l'ai vu dans un autre film qui est aussi réalisé par David Lai et Corey Yuen, qui s'appelle Woman on the Run, qui pour le coup est un gros film d'exploitation catégorie 3, très trash, bon passons, mais sympathique. Et Won Jin, en fait, c'est donc un Coréen qui a commencé sa formation martiale via le taekwondo, très jeune, et qui ensuite a enrichi cette pratique avec d'autres arts martiaux. Et c'est vrai que on dira, c'est un kicker exceptionnel. Il livre vraiment, en termes de jeu de jambes, c'est une des prestations martiales les plus spectaculaires que j'ai pu voir sur un écran. C'est assez dingue. Et en plus, ce qui est tout à fait appréciable, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, le film a vraiment un sens il y a vraiment un sens de l'iconisation dans la mise en scène qui fait que chacun de ses coups de pied est parfaitement mis en valeur par le cadre, par le découpage. Donc ouais, les séquences d'action de ce film sont un véritable régal. D'autant plus que influence manga animé oblige, c'est un personnage qui a un aspect visuel très graphique. D'ailleurs, entre guillemets, le caractère design du personnage a été pensé par le réalisateur David Lai et aussi par Won Jin, qui se sont mis d'accord en fait pour entre guillemets looker le personnage. Et c'est vrai que quand on le voit avec sa natte, sa mèche qui tombe devant un œil, et puis son costard bleu, ses gants blancs, enfin on dirait un personnage de King of Fighters, ce personnage. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu jeu de combat, un peu plus, alors pas Street Fighter ou voilà, mais plus comme tu dis SNK ou qui annonce un peu les personnages à la SNK, voire à la Namco sur les Tekken, etc. avec un peu leur look exubérant. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs aussi, en parlant de la stylisation du film, ce que j'aime aussi, je trouve que les décors sont souvent très bien exploités et Oui. très bien choisis. Et d'ailleurs, petit fun fact pour rire, est-ce que tu savais, moi j'ai su ça en regardant le commentaire audio de Bay Logan,
que le repère des mafieux dans lequel se déroule tout le gros climax du film et d'autres séquences, Je parie que j'ai déjà vu. c'est un décor, tu sais, le décor de mafieux, donc avec les murs Ah oui, je rouges vois, et je tout vois. ça, Je parie que c'est j'ai un déjà vu. décor qui a été construit pour une balle dans la tête de John Woo. Et Non, c'est. non, c'est la fameuse scène où ils vont dîner avec les gangsters, je sais plus, puis qu'après ils Oui, vont c'est jouer ça, à la oui, avec les musique, un truc de gangsters. ça. Ouais, ouais. Putain. Ah ouais, La séquence de gunfight, là, dans le repère de gangsters, c'est ce décor, en fait. d'accord. Ben, je voulais rebondir dessus, c'est que ça montre à nouveau ce qui était très bien dans ce genre de film, ce qu'il savait super bien faire, c'est un truc tout bête, c'est la production value. C'est-à-dire la manière qu'il y a de réexploiter des décors déjà existants sans forcément que tu aies l'impression de voir le même en fait. Soit par tes choix de cadre, soit par tes choix de lumière ou de photographie en fait. Et je trouve que le film s'en sort vraiment bien encore aujourd'hui à ce niveau-là en fait. Oui, oui, non, mais carrément, parce que c'est vrai que c'est un film voilà, qui a une identité visuelle qui est marquée par son époque, mais qui est très soigné et toujours très plaisant à regarder aujourd'hui. D'autant plus que je dirais que c'est vrai que ce type de scène de combat très très bien valorisé par le découpage, la mise en scène, j'ai l'impression que ça va faire un peu vieux con, mais je trouve que ça devient de plus en plus rare et c'est vraiment quelque chose d'assez symptomatique du cinéma hongkongais de l'époque où justement beaucoup de films étaient des films de chorégraphes et des personnes qui étaient des personnes qui avaient vraiment un sens visuel de l'action et savaient où placer la caméra pour optimiser tel mouvement. Après, ce que je vais dire, c'est à l'emporte-pièce. Donc, j'en m'en excuse d'ailleurs parce que c'est juste une remarque comme ça, ceci en passant, et c'est peut-être pas très fondé. Mais j'ai l'impression que la mode actuelle du film de cascadeur, il y a peut-être pas ce perfectionnisme en fait dans la façon de scénographier et filmer l'action. Non, parce que c'est beaucoup plus brut déjà d'une, ça joue beaucoup plus sur le brut de décoffrage. Et aussi sur justement on va dire plus l'aspect caméra à l'épaule. C'est pour ça en fait que justement c'est souvent des films à l'heure actuelle qui sont plutôt au mieux des chorégraphes de combat, c'est-à-dire vraiment plus des démos justement d'arts martiaux plutôt que des vrais films à part entière en fait. C'est que si tu veux, et je trouve que ça mise un peu trop sur ce qu'il y avait à l'époque sur ce qui a fait un peu la renommée de tous ces grands artistes martiaux qu'on a aimés, mais je pense qu'il a été très mal compris. C'est-à-dire que si tu dis par exemple Jackie Chan, tu vois, on va te dire, ah, il fait vraiment ses cascades. Et en fait, non, c'était pas juste qu'il faisait lui-même ses propres cascades. C'était, comme tu l'as dit, il était des fois doublé. C'était aussi le fait que c'était surtout à quelqu'un qui savait mettre en image ses compétences martiales au service d'un vrai film, c'est-à-dire dont la mise en scène était vecteur de sens et véhiculait une histoire, enfin véhiculait quelque chose. C'est-à-dire que ça jouait sur des ruptures de ton, une manière d'appréhender chaque coup, etc., qui était très musicale. Parce que malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est ça. C'était en fait des films dans lesquels le travail Chorégraphie, voilà. La chorégraphie, travail de voilà, c'est ça. chorégraphie était narratif. Et clairement. Qui est plus le cas aujourd'hui, puisque c'est plus vraiment de la démo pour de la démo. Et preuve en est à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on mise de plus en plus. Alors, je ne sais pas si c'est dû à Tom Cruise et à Keanu Reeves rétrospectivement sur les Missions Impossibles et sur les John Wick, mais c'est vrai qu'on revoit de plus en plus des featurettes. Là, j'en ai vu récemment sur Bird of Prey, j'en ai vu récemment sur Tenet, où justement ils mettent en avant le fait que les stars des films font eux-mêmes leur cascade. En fait, ils te montrent littéralement tout leur entraînement et tout. Donc, mais c'est vrai que c'est-à-dire alors c'est honorable, hein, parce qu'en plus, bon, il faut savoir que ça, bon, on dérive un peu de Opération Scorpion, mais c'est quand même bon de le rappeler. C'est que les artistes martiaux dont on parlait jusqu'à présent, c'est depuis leur jeunesse en général qu'ils étaient entraînés. Et là, bon, apparemment, c'est quand même des gens qui font ça qu'à l'occasion du film, et on peut pas leur en vouloir parce que
tellement parce que c'est quand même un investissement sur un long terme, et je terminerai là-dessus, que justement, ben, il faut du temps pour, comment dire, ben, faut du temps pour être un Jackie Chan, Ah ou oui, non, mais Jean, clairement, eux ne peuvent pas, et on peut pas leur reprocher, hein, parce que c'est quand mais même bien des sûr. sacrifices énormes. Mais voilà quoi. Bien Et c'est sûr, déjà très c'est vrai, honorable. c'est vrai que Mais cette forme de cinéma de Hong Kong, de la kung fu comédie, donc les films Jackie Chan, Sammo Hung, Liu Xia, tout ça, c'est oui, c'est des films qui ont été faits par des personnes qui ont grandi en fait dans les arts martiaux, qui dès l'âge de 4 ans étaient formés donc à l'art martial pur, mais aussi vraiment au théâtre, à la scénographie, à l'art de la chorégraphie, de cirque, tout ça vraiment formé très jeune à à toutes les disciplines artistiques en fait autour du kung-fu en tant que spectacle. Donc oui, c'est normal que dans ces films on ait vraiment une perfection dans les chorégraphies, dans les exploits martiaux et tout, qu'on ne retrouve plus actuellement. Mais c'est regrettable en tant que spectateur parce que c'était vraiment des spectacles uniques. Mais bien sûr, faut pas oublier que qu'ils ont subi des entraînements inhumains et c'était dans des conditions enfin très très dur et c'est un euphémisme quand je dis ça. Donc c'est pas forcément ce que je souhaite à tous les acteurs de subir ce qu'ils ont subi. oui, oui, non, Mais non, effectivement le résultat est là. Bah voilà, bah sinon bah, je pense qu'on a bien fait le tour du film. Je pense il y aura d'autres choses à dire, mais ça fait déjà pas mal de temps qu'on en parle. C'est plus long que prévu. La passion, tout ça. Donc voilà, au risque de me répéter, regardez Opération Scorpio, c'est vraiment une très bonne comédie kung-fu, voilà, avec des affrontements spectaculaires, un rythme très bien géré, une patte visuelle séduisante, etc. Donc voilà, c'est notre premier conseil voilà, de l'histoire de la 36e chambre du cinéphage. Et pour terminer, je pensais vite fait à donc dire déjà où peut-on voir le film, où peut-on le voir, Johan? Est-ce que tu le sais? alors, il y a un DVD Zone 2 français qui a été édité par Fortune Star, donc Metropolitan Film Export. Donc ça, c'est pour la France. Donc c'est un DVD Zone 2 qui était sorti, si je dis pas de bêtises, en 2011. Si je dis pas de bêtises, il faudra pas hésiter à me reprendre Ah, je ne sais sur les plus, ouais. Il me commentaires. semble que c'était 2010-2011, oui. Et il y en a un autre qui est sorti en DVD Zone 1, si je ne me dis pas de bêtises, parce qu'on va rester quand même sur les éditions les plus proches de nous, on va dire, pour les sorties, qui a été édité ben, par Hong Kong Legend, donc qui est l'éditeur hongkongais, enfin l'éditeur un peu l'équivalent de HK Vidéo, mais pour le Royaume-Uni. Donc Hong Kong Legend, donc un DVD de chez Hong Kong Legend qui date de 2002. Voilà. C'est ça. Donc, alors en fait, juste pour rectifier un petit truc, le DVD de HK Legends, c'est un zone 2. Donc, à partir du moment où on est anglophone, puisqu'il n'y a pas de sous-titres français dessus, il est lisible sur toutes les platines françaises. C'est l'édition que je possède et puis accompagné de chouettes bonus, dont une interview de Won Jin, une interview de Shin Carlock et aussi un long commentaire audio de Bay Logan, donc qui est un peu le Christophe Gans anglais, on dira, dans le sens où c'est le directeur de la collection HK Legends et grand spécialiste du cinéma de Hong Kong. Et donc maintenant qu'on a dit où on pouvait trouver le film, qui malheureusement n'existe pas en copie HD, j'espère que des éditeurs comme Eureka ou 88 Films, Ou pour citer Spectrum des Film en éditeurs France. britanniques qui sortent beaucoup de films de Hong Kong, ce serait bien de, de le retrouver bien dans leur catalogue, parce que le film le mérite vraiment. Et donc nous allons terminer par
une petite recommandation, c'est-à-dire un film se rapprochant un peu de Opération Scorpio. Donc ça peut être soit on reste dans la kung-fu comédie, soit on parle d'un film de Liu Xiaoliang ou de Koro Yuen ou de David Lai. Voilà, enfin un film qui est dans l'univers de Opération Scorpio. Donc à quel film as-tu pensé? Eh ben, pour ce qui est de Lucia Liang, je vais recommander la suite. Alors, c'est pas la 36e chambre de Shaolin parce que tout le monde le connaît, mais la suite, Retour à la 36e chambre, parce que c'est une petite. Enfin, on en parle beaucoup moins justement que son imposant et écrasant chef-d'œuvre matriciel, on va dire ça comme ça, mais qui est une suite que moi j'ai trouvé très honorable. Qui arrivait à faire, à revisiter les figures justement du premier opus, sans forcément. Enfin, c'était une des rares suites qui dit on prend les mêmes et on recommence, mais on le joue d'une manière différente en fait. Et je trouvais que c'était pour une suite, je trouvais ça très honorable, un peu mésestimé, je trouve. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord, c'est une très bonne suite. D'ailleurs, le troisième opus est sympathique aussi. Ouais, les disciples de la 36e chambre aussi. Mais Oui. je voulais recommander le 2 parce qu'on en parle beaucoup moins en fait que Mm. justement. Alors, le 3 j'en parle même pas parce qu'en plus, c'est pas, c'est encore une histoire à part. Mais j'avais beaucoup de sympathie justement pour la suite, Retour à la 36e chambre. Voilà. Très, très bonne reco. Moi aussi, je vais aussi rebondir sur du Liu Liang parce qu'au départ, je me disais peut-être conseiller Savior of the Soul de David Lai, mais on en a parlé en début de podcast, donc je me dis, je vais plutôt partir sur un Liu Liang, alors qui est un peu mineur comparé à ces grands films de kung-fu des années 70, début 80, qui est aussi un film voilà, qui ne fait pas partie de ses plus grandes fiertés, mais que je trouve très sympathique. C'est Tiger on the Beat. C'est un polar, une comédie, on va dire une comédie policière d'action avec Chow Yun-fat, qu'il a réalisé en 1988, il me semble. Donc à l'époque où il ne faisait plus du tout de films d'arts martiaux traditionnels. Et Tiger on the Beat, donc c'est un film dans lequel Chow Yun-fat est vraiment à fond. C'est-à-dire, il cabotine comme si sa vie en dépendait, mais avec beaucoup de talent. Et je trouve qu'il est par moments assez hilarant dans ce film, pour peu qu'on aime l'humour cantonné assez gras. Et Tiger on the Beat, c'est surtout 20 dernières minutes de folie furieuse. En fait, ça se termine par une sorte de mix très réussi entre de la grosse fusillade de polar et du kung-fu, et dans une séquence en fait où donc on a de la cascade automobile, du gunfight, mais aussi un duel de tronçonneuses entre, il me semble que c'est entre l'artiste martial Conan Lee et le méchant joué par Gordon Liu, donc héros de la 36e chambre de Shaolin, etc. Et donc un combat de tronçonneuses super bien chorégraphié, très impressionnant. À côté de ça, dans le film, durant cette séquence, on a aussi droit à une des utilisations les plus jubilatoires de fusil à pompe que j'ai pu voir sur un écran. C'est-à-dire que tu as une séquence où tu as Chow Yun-fat qui doit rester caché derrière un mur pour ne pas que ses adversaires lui tirent dessus. Et donc, pour les atteindre, il décide d'accrocher la pompe de son fusil à pompe à une espèce de corde et de manier le fusil à pompe à distance, en fait. C'est-à-dire que, voilà, il utilise la corde avec le fusil qui est au bout. Et enfin, c'est totalement fantaisiste et irréaliste, mais à l'écran, ça rend très bien. Donc c'est un petit film d'action très sympathique que j'avais découvert aussi dans la collection HK Vidéo, puisqu'il s'agissait de la première VHS qui était sortie avec la revue. Donc voilà, donc c'est recommandable. Mais de toute façon, j'aurais tendance à dire que la filmo de Liu Xiaoliang, la plupart des films sont fortement recommandables, peut-être mis à part ses dernières réalisations. C'est-à-dire ce qu'il a fait après Drunken Master 2, des choses comme Drunken Master 3 par exemple, ou Drunken Monkey, sont des films voilà, où on le sentait un peu fatigué et plus vraiment en phase avec ce qui était en train de devenir le cinéma de Hong Kong. Et donc maintenant que nous avons terminé les recommandations,
Nous allons déjà vous remercier d'avoir écouté jusqu'au bout, vous dire à bientôt pour un prochain épisode et se quitter sur une musique de film asiatique qui, cette fois-ci, sera choisie par Johan. Donc, Johan, comme musique, pour terminer cet épisode, qu'aimerais-tu entendre? Alors, pour un premier épisode et pour terminer, bon, pas très original au vu du titre et tout, mais parce que c'est un peu mon film doudou d'enfance, c'est la BO de Opération Scorpion, le main theme par Lalo Schifrin. Voilà. Ah, bah, magnifique. Magnifique thème, donc profitez-en bien et régalez-vous à l'écoute de ce morceau de la Lucifrine et on vous dit à très bientôt. À bientôt, Johan. À bientôt.